Mythes et complots avec Christian Page. Ah ben coudonc, Christian Page est là. Bonjour vous. Salut Benoît. Bon, dis donc, on a un peu de temps, hein. On va y aller tout de suite. Cette histoire de retour à Anticythère, qu'est-ce que c'est ça, Christian? Ben oui, mais avant d'aborder l'histoire d'Anticythère, faut que je te remette dans le contexte, Benoît. Je t'en prie. Tu te rappelles, il y a à peu près 2 ans, j'avais fait une chronique ici qui en jugé d'ailleurs par la réception les courriels reçus par les auditeurs avait particulièrement plu. Je t'avais parlé des artefacts interdits. Est-ce que tu te rappelles de ça? Qu'est-ce que c'est? Là, évidemment, j'imagine qu'il y a plein de gens sur la route qui nous écoutent et disent « Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? » Je vais pogner le chat. Il doit y avoir un chupacabra quelque part là-dedans. Les artefacts interdits, ce sont des objets qui sont conservés, certains sont conservés dans des musées, mais surtout dans des réserves de musées ou dans des collections privées ou inaccessibles parce que leur mise en vitrine soulèverait beaucoup plus de questions que de réponses. Je m'en souviens. Hein? Donc, on parle, pour faire un récapitulatif un peu de ces histoires-là, il y avait eu le manuscrit de Voynich, un document tout à fait extraordinaire qui date du 15e siècle, qui est conservé dans la collection des manuscrits rares de l'université de Yale au Connecticut, et qui est un document tout à fait extraordinaire. Le document est authentique, il n'y a aucun doute là-dessus, sauf que le document est écrit dans une langue qui n'existe pas et qui n'a jamais existé sur Terre, et le document, la première partie du document est visiblement une sorte de traité d'herboristerie, et il décrit des plantes qui n'existent pas et n'ont jamais existé sur Terre. C'est Pierre Bourque qui a écrit ça? Donc ça, c'est pour le manuscrit de Voynich. Tu sais que, non, tu ne sais pas, mais là, tu vas le savoir. On le sait maintenant. Au musée de paléontologie de Moscou, il y a un crâne d'un bison qui parcourait la toundra sibérienne il y a à peu près 10 000 ans. Et l'animal a été tué par une balle. Donc, le trou percé au milieu du front et la façon dont l'animal n'est pas mort de cette balle. Et on voit que les os se sont légèrement refaits autour de l'impact. Donc, par un projectile tiré à très grande vitesse. Mais une balle tirée il y a évidemment 10 000 ans. Je t'en ai donné un petit de ces artefacts interdits. Tu vois, ici, c'est une réplique, mais je tiens absolument à te la montrer. C'est un tout petit objet. On va le décrire pour les auditeurs. C'est un tout petit objet qui tient dans le creux de ta main. Et est-ce que tu peux me dire à quoi ça ressemble? Ben, ça ressemble à un avion avec des grosses babines. Voilà. Donc, la première réaction en voyant ça, tu te dis, c'est un avion. Et effectivement, cet objet est un bijou qui actuellement est conservé, présenté au musée de l'art de Bogota, en Colombie. Et cet objet a été trouvé dans une tombe sud-américaine de l'époque pré-incaïque et il date de 10 000 ans. Donc, excuse-moi de dire, il date de 1000 ans. En fait, ça a l'air d'un Challenger. Ouais, donc, ça a l'air d'un avion. C'est un objet qui est vieux de 1000 ans et qu'on a trouvé dans une tombe. Donc, évidemment, c'est des curiosités comme ça. On a aussi parlé du crâne de cristal. Et au Canada, on a un de ces artefacts interdits. Au musée royal de Toronto, on garde dans une réserve du musée, non pas en vitrine, mais on garde une épée viking. Et évidemment, pourquoi on ne la met pas en vitrine? Parce que si on demande à des historiens, tous les historiens nous répondront que oui, il y a eu des Vikings au Canada, mais ils n'ont jamais dépassé l'Anse aux Meadows, à Terre-Neuve. Or, cette épée viking a été trouvée dans le sud de l'Ontario. Donc, techniquement parlant, historiquement parlant, archéologiquement parlant, c'est impossible. Donc voilà, ce sont des artefacts interdits, ce qui m'amène à te parler de ce fameux retour sur l'île d'Anticythère, ou en fait, retour Anticythère. Il faut dire que Anticythère, c'est une île qui se trouve au large de la Crète. Au nord de la Crète, pour être très précis. Et c'est là qu'en 1900, je te fais un petit détail historique, en 1900, donc des plongeurs d'épaves grecs qui plongeaient donc au large de l'île ont trouvé une épave qui était au fond. Et là, on commençait à explorer l'épave et ils ont informé éventuellement le gouvernement, le département des antiquités archéologiques de Grèce, qu'ils avaient trouvé cette épave, visiblement une épave très ancienne. Et là, on a entrepris de remonter à la surface des objets. Les travaux archéologiques se sont menés entre 1900 et 1902. Et parmi les objets qu'on a remontés à la surface, évidemment, beaucoup de statues, d'amphores et tout le reste, mais on a remonté une petite boîte. Essaye de t'imaginer un objet qui aurait à peu près la taille d'une grosse Bible. Donc, tu vois, tant sur l'épaisseur que sur la dimension. Donc, on remonte à la surface cet objet. Visiblement, il s'agit d'une boîte en bois. Et à l'intérieur de cette boîte en bois, il y a apparemment des morceaux de métal. Et ces morceaux de métal sont comme coincés dans une gange de boue et, de rouille, tout ça. Donc, cet objet-là est amené, transféré au musée de Athènes. Et là, déjà, à ce moment-là, les conservateurs du musée voient cet objet-là et trouvent qu'il est curieux. Il y a des objets, il y a comme des roues dentelées qui semblent sortir de l'objet. Donc, on le garde dans
les réserves du musée. Il sera gardé là jusque dans les années 50. Et là, à partir de là, on va commencer à s'intéresser à cet objet. On va le soumettre à des rayons X pour l'étudier de façon plus approfondie. Et là, cette révélation-là, ces technologies-là vont mettre à jour un système excessivement complexe. On est en présence d'un tout petit objet qui est composé d'à peu près 80 pièces métalliques. Il y a à peu près 2000 symboles grecs écrits sur ces pièces métalliques. On parle ici de rouages, de roues dentées avec des systèmes différentiels qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et tout ça... je savais que tu réagirais comme ça. Et tout ça, cet objet-là, évidemment, est une sorte de calculateur. Et il va faire l'objet d'un article assez approfondi en 1959 dans la American Scientist. Et c'est d'ailleurs grâce à cet article qu'on va le sortir des réserves, parce que plein de gens vont se rendre au musée d'Athènes, ils veulent voir ce mystérieux objet, ce calculateur d'anticystère, comme on l'appelle, ou le mécanisme d'anticystère, et qui va amener finalement les autorités, les responsables du musée à le mettre en vitrine, où on peut le voir aujourd'hui. Mais c'est un mécanisme en métal? Oui, c'est un mécanisme en métal avec des roues dentelées, tout ça. Et ce qui est étonnant de ça, Benoît, c'est que cet objet-là, les experts, les archéologues, les spécialistes sont unanimes à dire que cet objet-là date à peu près de l'an 100 avant Jésus-Christ. Et pourtant, des mécanismes avec des roues dentelées différentielles comme cela, on va en voir apparaître seulement aux alentours de l'an 1000 en Europe. Il faut attendre les premières horloges à Dubrovnik, etc., pour voir apparaître des mécanismes comme ça. Donc, bref, l'objet d'anticystère est un objet hors du temps, un objet qui ne devrait pas être là où on le trouve. Alors, évidemment, les historiens qui se sont penchés là-dessus disent peut-être que c'est une invention extraordinaire d'Archimède ou un truc comme ça. Mais comment ils peuvent déterminer la date, l'âge de la patente? Parce que on peut dater le bois, l'objet, les roues de métal ne peuvent pas être datées parce que les minéraux ne peuvent pas être datés. Mais la boîte, l'objet est contenu dans une sorte de boîte et on a pu faire une analyse au carbone 14 sur la boîte et on sait que l'objet date à peu près de l'an 100. Ensuite de ça, on sait que l'épave en question n'est pas une épave grecque mais une épave romaine qui transportait des antiquités à l'époque, et c'était pas moins des antiquités, mais en l'an 100 avant Jésus-Christ, il s'agissait d'un bateau romain qui ramenait en Italie des objets pillés sur des sites grecs. Donc on connaît l'âge de ça. Donc cet objet-là, il est tout à fait extraordinaire. C'est un objet un peu hors du temps. Il est unique dans l'histoire. On n'a jamais trouvé d'objet semblable en Grèce ou nulle part ailleurs, un objet qui présenterait un aspect aussi sophistiqué au niveau de l'avènement ou de l'invention. Et là, donc, il y a eu ces travaux menés entre 1900 et 1902. On a ramené à la surface ces objets. L'objet d'anticystère aujourd'hui peut être vu au musée d'Athènes. Et on n'est jamais retourné sur l'épave. On sait que l'objet, on a pu en faire une copie du mécanisme. On sait qu'il sert à calculer le mouvement du Soleil, le mouvement de la Lune autour et certaines planètes proches comme Mercure et Vénus. Et il détermine également le moment où va se produire des éclipses de façon très très précise. Mais on n'est jamais retourné sur le site, sauf dans les années 70. Il y avait le très célèbre commandant Cousteau qui était retourné, qui avait eu une autorisation du gouvernement grec qui, évidemment, a déclaré l'endroit zone archéologique. Donc, au milieu des années 70, le commandant Cousteau a été autorisé à retourner sur l'épave. Il a ramené à la surface des pièces de monnaie qui venaient, par exemple, d'Asie mineure, qui montrent bien que l'objet est une épave romaine qui ramenait des vestiges vers l'Italie. Mais depuis, on n'est jamais retourné à l'épave. Et certains se demandent, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres pièces à ce mécanisme d'anticystère? Est-ce qu'il y avait d'autres objets du genre mécanisme d'anticystère? Et là, voilà qu'au moment où on se parle, Benoît, en fait, hier, est parti de la Woodhull Oceanographic Institution au Massachusetts, qui sont célèbres pour être les gens qui ont trouvé le fameux Titanic. Donc, un des archéologues a reçu une autorisation du gouvernement grec pour pouvoir retourner à l'île d'Anticystère, pour replonger à nouveau sur cette épave. Et ces recherches vont se faire au cours des 3 prochaines semaines. Et évidemment, les spécialistes espèrent trouver dans cette épave des indications qui leur permettront de comprendre d'abord qui a fabriqué le mécanisme d'Anticystère et de quelle technologie ici on parle et qui en étaient les inspirateurs. Et peut-être, c'est peut-être trouver d'autres mécanismes semblables qui montreraient que ce bateau transportait d'autres trouvailles, d'autres trucs extraordinaires. Ou peut-être il y a une soucoupe volante juste à côté. Ouais, tu sais, d'abord, c'est amusant que tu mentionnes ça parce que lorsque l'objet d'anticystère lorsqu'on a vu les premières photographies au rayon X de l'objet d'anticystère à la fin des années 50, qui ont fait l'objet d'une publication américaine, l'objet était tellement avant-gardiste pour l'époque, et encore il le demeure aujourd'hui, que les historiens ont longtemps refusé de croire que cet objet-là pouvait être authentique
authentique. On a même imaginé qu'aux alentours de l'an 1000 ou 1100, un bateau qui traversait la mer Égée aurait laissé tomber par-dessus bord une horloge qui, en coulant, serait tombée sur la fameuse épave en question, et ce qui aurait en fait confondu les historiens et les archéologues. Mais tout ça, on sait que ce n'est pas vrai. L'objet est bel et bien de l'époque de l'épave, donc à peu près l'an 100 avant Jésus-Christ. C'est un objet unique en soi. Bon, on va s'en reparler s'il y a des développements à Absolument. ce sujet. On s'arrête un instant, on est avec Christian Page. Bon, un autre grand mystère pour toi, Christian Page, l'essence qui monte à 1,46 $, il est à 1,38, 39 là, présentement. Et sais-tu pourquoi? Non, vas-y. Moi non plus. Alors, c'est tout. Merci. OK. Alors, faites le plein si besoin, parce que les pétrolières sont toujours là pour vous aider dans la vie. Oui. OK, Amityville Horreur, c'est un film que tout le monde a vu, ça? Oui, parlons puisqu'on parle d'argent, de sous et de financement. Oui. On en parle beaucoup de financement. Ah, que de ça, tellement agréable. Bon, oui, effectivement, comme tu l'as mentionné, tout le monde connaît un peu cette fameuse histoire d'Amityville dont on ne cesse de refaire des reprises et des remakes. Donc, l'histoire, grosso modo, c'est celle d'une maison située au 112 avenue de l'Océan à Amityville, petit hameau là sur Long Island. Et puis, le 13 novembre 1974, un type, Ronald DeFeo, au début de la vingtaine, va prendre une arme à feu, un Marlin calibre 35, et va abattre toute sa famille. Donc, ses parents, ses deux frères et ses deux sœurs. Il sera éventuellement condamné à la réclusion à perpétuité pour ses crimes. Et après un an, la maison va rester vacante à peu près pendant un an. Des gens vont racheter cette maison, la famille Lutz, et eux vont raconter que la maison est hantée, ce qui éventuellement va amener l'écriture d'un bouquin. Et dans la foulée, les films vont suivre et tout le reste. Une industrie. Et une industrie. Le premier film concernant la fameuse maison d'Amityville date de 1979. C'est une adaptation directe du livre The Amityville Horror qui avait lancé cette histoire-là. Et ce que peu de gens savent, c'est que dans ce film de 1979, les événements ne sont pas tournés dans l'authentique maison, même si à l'écran, la maison est tout à fait identique. En fait, la maison qu'on avait utilisée était située au New Jersey, à Tom Rivers, parce que les nouveaux propriétaires de la vraie maison d'Amityville ont refusé aux gens de tourner dans cette maison-là, puisqu'ils refusaient cette publicité. D'ailleurs, tu sais que ces propriétaires, les Cromartie, m'ont invité dans les années 80 à une soirée d'Halloween dans cette maison. J'ai passé donc la soirée d'Halloween fin des années 80, le 88-89, dans la mystérieuse maison d'Amityville. Et tu as vu ou senti... Ah, il y avait le chupacabra? Donc, tout ça pour dire donc que cette maison, la maison qui avait servi pour le film, était située à Tom Rivers, au New Jersey. Et là, voilà, on raconte qu'après avoir tourné ce film-là, comme si ne serait-ce que de mentionner Amityville était une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, la maison a commencé à avoir la réputation, elle aussi, d'être hantée. Ah. Alors, pour ceux comme des gens comme toi qui ont beaucoup de sous à investir dans l'immobilier, sache que cette nouvelle maison, celle de Tom Rivers, donc c'est la maison qui a servi dans le film, pas l'authentique, pas l'original, la maison du film, est maintenant en vente. Les propriétaires, Adalis et Joseph Ragazzo, se divorcent. Je ne sais pas si c'est à cause des esprits, mais après de longues années de vie commune, ils ont décidé de se séparer et ils ont mis leur maison en vente, maison qu'ils avaient achetée originalement en 2001. Ils avaient payé à l'époque 795 000 $. Et la maison, évidemment, avec le boom immobilier, la maison est maintenant à vendre pour la très modique somme de 955 000 $. Et pourtant, il n'y a pas eu de boom immobilier, là. Le prix des maisons a chuté. Donc, ça devrait... C'est comme les pétrolières. Exactement. C'est un mystère, c'est incompréhensible. On comprend pas trop. Mais sache toutefois que la vraie maison d'Amityville, l'authentique, donc la maison où les meurtres ont eu lieu, cette maison-là a elle aussi été vendue tout récemment, en 2010, et le propriétaire avait demandé 1 300 000 pour la maison, et il s'en est tiré après avoir renégocié. Il a vendu finalement la maison pour 950 000 $. Bon, vas-y, prends les chèques. Okay. Et Sasquatch au Québec avant qu'on se quitte. Ben oui, écoute, on a appris que le 29 septembre 2012, deux cueilleuses de baies, des cueilleuses de baies du village esquimau d'Akulivik, ça c'est vraiment dans le nord du Québec, c'est sur les bords de la baie d'Hudson. Ces gens-là, donc ces deux femmes-là étaient parties cueillir des baies et elles affirment avoir
rencontré une créature mystérieuse de 2,50 m de haut qui marchait sur ses pattes arrière, donc un animal bipède de type simiesque, qui était couvert d'une fourrure très dense, une fourrure noire, et la créature a dégagé une odeur nauséabonde. Oh. Les deux femmes, prises de panique, sont remontées sur leur petit véhicule tout-terrain, un ATV, sont retournées au village où elles ont confié au grand chef du village ce qu'elles avaient vu. Des hommes du village sont arrivés sur place. Ils ont trouvé des empreintes de 17 pouces de long qui étaient dans la boue, là, donc des empreintes de pieds qui ressemblent à des pieds. 17 pouces de long. Ouais, c'est de très, très grosses empreintes. Équipé en pied. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'on n'en entend pas souvent parler de cette région-là parce que c'est très éloigné de nous, mais les observations de ces créatures, ce Sasquatch, ce Bigfoot, comme le surnomment nos amis américains, ce n'est pas la première fois qu'on rapporte de telles observations dans le nord du Québec. Moi-même, je t'ai amené, Benoît, et là, c'est vraiment fait extraordinaire. J'ai sorti ça de mes archives personnelles. En 2001, j'avais moi-même été enquêté sur une observation semblable où il y avait eu des empreintes et je t'ai amené 3 photographies de ces empreintes. Donc, tu peux le voir. Ces empreintes faisaient en fait 21 pouces de long. Ça commence à être 21 pouces, ça commence à être de la paluche, ça, mon ami. Non, la paluche, c'est les mains. Mais ça commence à être des raquettes. Des raquettes, oui. Mais ça, c'est des vraies empreintes. Oui, ce sont de vraies empreintes. Donc, je me suis rendu là. Bon, il y a tout un contexte. Il y avait, c'est un type du ministère de l'Environnement de l'Ontario qui m'avait contacté pour me dire, écoutez, on a rapporté de ces observations-là. Il y a des empreintes sur place. Je me suis rendu là-bas et j'ai photographié certaines de ces empreintes. Donc, tu vois les photographies qui n'ont jamais été publiées nulle part. Donc, tu es le premier à les voir. Ouh. Ce sont des empreintes qui étaient très impressionnantes. Et j'avoue que dans le sable, là où les empreintes étaient, on pouvait voir qu'il y avait une motricité dans le pied. C'est-à-dire que c'était pas simplement quelque chose qu'on avait comme découpé dans une planche de bois. On voyait que le talon avait été placé en premier, le pied avait roulé sur l'arche du pied et au moment de relever le pied, les orteils s'étaient placés un peu en éventail. Donc, ce genre d'observation dans le nord du Québec, le nord de l'Ontario, sont beaucoup plus fréquentes qu'on pourrait le croire, mais malheureusement, à cause de l'éloignement, on entend très rarement parler de ces observations. Tu sais ce qu'ils disent, hein? Gros pieds. Gros gens comme devant. Gros souliers. Là, il y a des femmes qui se disent, mon Dieu, le Sasquatch, y a-t-il moyen de le rencontrer sur Réseau Contact? Oui, c'est ça, parce que, bon. En tout cas, bref. Bon, il nous reste 30 secondes. 30 secondes, ben écoute, on vient d'apprendre qu'il y a eu, en avril 2012, il y a eu un appareil de la Boja Air qui s'est écrasé, entre Karachi et Islamabad. Et à l'époque, les autorités avaient prétendu que c'était un vent de cisaillement, là, qui avait entraîné le crash de l'avion. Ouais. Mais là, on apprend que par des services russes, des informations qui auraient filtré, que en fait, le pilote aurait été un peu déstabilisé par la présence d'un ovni dans son corridor de vol et qui aurait entraîné le décrochage de l'avion. Ah, oui. Donc, une information qui, pour l'instant, demeure encore non confirmée par les autorités pakistanaises. Y a-t-il conspiration? Nous cachetons des informations qui sait. C'est toujours la grande question avec laquelle on doit terminer cette chronique. Oui, absolument. Merci, Christian Page. Merci à Alexandra, à Maryse et Larry, merci à vous d'avoir été là. On se refait ça demain dès midi. Au revoir.